Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste au milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salide des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui? Et bonjour à tous, bande d'affreux Jojo, ça y est, c'est l'heure d'une nouvelle semaine et c'est l'heure du Juste Bistrot les copains, j'espère
que ça va, que vous allez bien, que le week-end a été bon. Il a fait beau. Normalement, il a fait beau, donc voilà, c'est que du plaisir. Peut-être que ça a flotté par chez vous. Dites-nous tout, les amis. On se retrouve avec la banane pour une nouvelle semaine qui s'annonce sanguine. Ça va être du plaisir. Énormément de choses à se dire. Et on va finir en plus la semaine en beauté avec le tournoi Destination qui commence. Alors, je vous le dis tout de suite, ceux qui se disent, tiens, vendredi, c'est juste bistrot jusqu'à 18h. C'est non, voilà. À 17h30, il n'y a plus personne. Même 17h15, si on pousse un petit peu, et c'est parti pour le bistrot. Là, le vrai, hein, c'est même si c'est un peu le vrai, mais là, le bistrot qui tire les bières, et ça va être énorme. France-Irlande, 21h, on va se régaler. Voilà. En attendant, on va se faire une belle semaine, les copains. Alors, il y aura un juste bistrot vendredi, vous inquiétez pas. Mais il n'est pas impossible que ce soit 16h, 17h. Après, je plie les Gaules. Je préfère vous le dire tout de suite, comme ça, tout le monde se fait à l'idée que à 18h30, je suis déjà vers d'autres cieux bien plus houblonnés. Voilà, les amis, très contents de vous retrouver, évidemment. On va parler d'énormément de choses aujourd'hui. C'est lundi, comme d'hab, lundi, on écume un petit peu tous les sujets parce que ça a été un bordel sans nom, à n'en pas douter. On va bien sûr parler de la situation, hein, de la crise des agriculteurs, des manifs qui deviennent également des manifs de taxi. Enfin, c'est le bordel à Paris et il y a un certain plaisir, on va pas se mentir, il y a un truc un peu salvateur dans tout ça. On va voir, mais on va parler bien sûr de la manipulation médiatique. C'est le fil rouge, hein, vous inquiétez pas, je suis pas devenu complètement gaga. On va parler de ça quasiment tous les soirs, parce qu'en fait, il se passe beaucoup de choses qui valident cette théorie-là. Mais on y reviendra plus longuement dans quelques minutes. On va parler un petit peu du Texas, on va voyager du côté du Texas, parce que là-bas, c'est le bordel aussi. On va faire un petit bisou à Rudi Reichstadt. Blast a fait une enquête super qui nous démontre... on pensait que c'était une escroquerie, c'est encore pire. Voilà, c'est encore pire. Et on va parler surtout, je vous ai dit quoi d'autre, la situation aux urgences. Ça, c'est un article du Parisien sorti hier. On va en parler, assez effrayant. On va décortiquer tout ça, les copains. Et avant ça, bien évidemment, c'est Cocorico, c'est le handball. Ah oui, alors là, vous ne pourrez pas m'empêcher ce plaisir. Bravo à l'équipe de France de handball masculine qui devient championne d'Europe, hein. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas soulevé cette affaire d'assiette dorée, parce que c'est plus ou moins un truc Jiffy, mais c'est pas le sujet. Bravo à nos bleus du handball, extraordinaire. J'ai vibré tout le week-end. Je peux vous le dire. Ça a commencé vendredi. Vous savez, je suis parti vraiment... Manuel Valls qui a appris qu'une élection avait lieu dans l'Europe. Vraiment, je suis parti à toute vitesse. 17h45, le bistrot, un pub extraordinaire où j'ai vécu de très grandes choses. J'étais avec des copains qui, pour la grande majorité, n'en avaient rien à foutre. Donc bon, au moins, j'ai pas emmerdé grand monde. Puis 17h45, les bars, ils ont que ça à diffuser. T'as rien, tu vois. Et honnêtement, en face, tu as la Suède qui a été très forte. Il faut rendre un gros coup de chapeau. Là, là, je vais prendre le temps de parler du handball. Je suis content comme tout. Donc, on prend le temps. Vous inquiétez pas. Après, on aura aussi le temps de chialer sur l'actu. Donc, on commence par le plaisir. Et gros coup de chapeau à la Suède et au Danemark qu'on a rencontrés. On en reparlera après, ceux qui ont vu les matchs et tout. Moi, je pense que ces deux équipes ont été meilleures que nous. Mais la grande force de la France est de ne jamais sombrer, hein. Fluctuat nec mergitur, le slogan, hein, tu sais, la ville de Paris. Alors, bon, quand tu vois Anne Hidalgo, c'est mergitur, nec mergitur, hein, tu sens que voilà. Et tout le match, on n'est pas bon. Alors la Suède, on leur a roulé dessus en première mi-temps, on les met jusqu'à +7. Donc tu te dis, c'est pas bon. La Suède, ils n'étaient pas dans leur match en première mi-temps. Ça n'a pas loupé. Ils reviennent à égalité en deuxième. Ils nous passent devant jusqu'à +2. Et là, coup franc extraordinaire, on se le remet. Pour ceux qui n'ont pas vu ça, je veux dire, même ceux qui n'en ont rien à foutre du sport, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'on a vu. Ce coup franc incroyable d'Elohim Prandi. Ça arrive une fois tous les 10 ans. Ce genre de but, on se le diffuse, des frissons, c'est que du plaisir. Enfin, un shoot, mettre une marmite qui transperce le terrain, les bras suédois qui transpercent Palica. Ça, c'est le shoot qui rentre dans l'histoire si ça fonctionne, hein, je vous le dis. Je vous confirme. Messieurs, dames, c'est le shoot qui rentre dans l'histoire si Elohim Prandi arrive à franchir cette muraille jaune d'abord et ensuite Andreas Palica. Oh, il est exceptionnel! Elohim Prandi! Incroyable!
Ah ouais, non mais un coup de fusil avec un ballon collant, un but comme ça, c'est une fois tous les 10 ans. À ce niveau-là de compétition, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Le but de l'égalisation qui nous permet d'aller en prolongation. Alors là, vous vous en doutez, je me suis levé, j'ai crié comme un débile dans le bar, j'étais tout seul. Les gens étaient affairés à discuter de choses sérieuses. Personne ne regarde le handball. À Lausanne, ouais, je suis passé comme un con. Alors, les barman, c'est deux copains, donc ça va, il y en a deux, je les connais. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit arrête parce que les gens vont partir. Mais après, je me suis assagi, mais complètement dingue. Pression extraordinaire. Et les Suédois qui sont complètement sortis de leur match, hein, en prolongation parce que clairement, ils s'attendaient pas à ça. Ils auraient dû nous éliminer, aller en finale. Enfin, extraordinaire. Un but à 130 km/h, rendez-vous compte, hein. Envoyer comme ça un ballon à 130 km/h à l'arrêt, sans élan, sans rien, c'est extraordinaire. Elohim Prandi. Parcours fou d'ailleurs de ce gars, hein, qui, il y a 2 ans, lors d'une fête au Réveillon ou à Noël, enfin, en tout cas en fin d'année, avait pris un coup de couteau dans une bagarre à Paris et il avait failli crever, hein. Il avait failli crever. Vraiment une carrière assez dingue de ce gars-là qui est assez jeune, hein, en plus. Je crois il est un peu plus jeune que moi. Voilà, il est de 98, il a 4 ans de moins. Bon, après, on a le même physique. Bon, moi, je le camoufle un peu plus, c'est pas le sujet. Mais voilà, les Suédois mentalement étaient aux fraises après ce truc. Et place à la finale hier. Alors, j'étais comme un fou. Tu t'en doutes bien, le Danemark, nos meilleurs ennemis. Et là encore, une sensation super bizarre. Je sais pas, les amis, hein, ceux qui ont vu le match, mais à aucun moment tu te dis qu'on peut gagner. À aucun moment. Au bout de 16 minutes, le gardien Emil Nielsen, gardien danois, pardon, extraordinaire, qui était à 54% d'arrêt, il a écœuré nos tireurs. Et au bout de 16 minutes, notre gardien était toujours à zéro, Samir Belhassen. Donc, dans tous les secteurs de jeu, tu vois. euh, Pitlick, leur arrière-gauche qui est monstrueux. Ils ont, comment il s'appelle, l'arrière droit, là, qui est un génie, Mathias Gitzel, qui est extraordinaire. Hansen, évidemment, à 200 ans, quand on voit toujours des marmites, il finit à 6 sur 8 au tir. Il n'a pas raté un seul penalty. Enfin, monstrueux, monstrueux, mais on n'a jamais craqué. On n'a jamais craqué. Je crois qu'on n'a jamais mené dans ce match. Et on était à moins un but, moins 2 buts. Pas plus, pas plus. On n'a pas pris le bouillon. Et tu sens qu'il y a une force mentale dans cette équipe de France qui est extraordinaire. Et on est resté au contact. Et puis voilà, avec des petits coups de bol de temps à autre, un arrêt de notre gardien à la fin, puis une récupération, on remonte 2 buts, égalité, prolongation, toujours égalité à la fin de la première prolongation. Et la deuxième, voilà, là encore, coup du destin, encore un arrêt. Et voilà, on l'emporte avec une équipe énorme. Mais c'est vrai que, voilà, Rastagage 420 dans le chat qui dit personne n'a craqué. Ah là, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Donc franchement, immense coup de chapeau aux garçons du handball. Les filles du handball, championnes olympiques, championnes du monde en titre. Donc le handball français, quand même, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors, attention, parce que forcément, pour les JO, on se dit, on a envie de... Ça y est, c'est sûr, on va rouler sur tout le monde. Voilà. J'attends de voir parce que là, il va y avoir des revanchards et des revanchardes, hein. On pense bien sûr aux Norvégiennes qui vont vouloir nous faire la peau. Là, on va avoir les Suédois et les Danois côté hommes qui vont vouloir nous crever. Donc attention. Après, si on perd les JO, genre en demi ou en finale, c'est pas un drame non plus, quoi. Quand tu as un tel palmarès, tu peux te permettre de temps en temps, mais on a envie de gagner. Voilà, on a envie de gagner. Mais vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Puis on a vu des beaux matchs, hein. Je sais pas, les amis, si certains qui regardent pas trop de sport ou pas trop de handball ont vu le match. Ah là, je crois qu'il y a des émotions, il se passe quelque chose. Voilà, je le dis. C'est pas le foot, quoi. Complètement aseptisé par le pognon, merde. Ouais, c'est autre chose qu'Mbappé, hein. Ouais. Alors lui, qu'il aille se faire cuire le cul, par exemple. À Mbappé, je le déteste. Ça, c'est clair, tu vois, ça, c'est clair. Donc, non, non, vraiment incroyable. Bravo, bravo le handball. Voilà, on a envie de le dire. Alors, il y a Bayard 92, c'est le petit débat, hein. Le tir d'égalisation est-il valable? Alors, c'est un petit truc, après, on finit là-dessus, hein, sur le handball. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je pense que le tir d'Elohim Prandi, alors il y a une règle qui dit que le pied d'appui, si vous voulez, doit rester au sol. Il y a un pied qui peut être debout, mais le pied d'appui tout au long du tir, tant que le ballon n'a pas quitté la main, doit rester au sol. Je pense que celui d'Elohim Prandi est valable, mais le problème, c'est que avant ça, dans le match, il y a des erreurs d'arbitrage grossières. Il y a un pied de Nedim Remili à la 56e. Il y a des fautes scandaleuses qui ne sont pas sifflées, aussi bien du côté suédois que du côté français.
Il y a eu aussi d'énormes erreurs sur la finale. Les arbitres qui sifflaient beaucoup trop tard. Il y a eu des fautes qui n'ont pas été sifflées. Et il y a un vrai problème, par contre, c'est le côté un peu négatif. Il y a un vrai problème dans le handball international aujourd'hui, c'est la qualité de l'arbitrage. Parce que je suis d'accord avec les Suédois, ils se sont fait enfler sur des trucs. Nous aussi, il y a eu des erreurs qui n'ont pas été sifflées. Il y a un vrai problème du niveau d'arbitrage dans le handball actuellement. Et ça s'est vu tout au long de la compétition. Donc voilà, je dis pas que les Suédois auraient dû gagner parce qu'il y a eu des merdes de tous les côtés. Il y a eu des erreurs graves de tous les côtés. La finale, c'était pareil. Donc, je suis mitigé. C'est un peu, j'ai eu la même sensation. Si j'avais été Suédois, j'aurais la même sensation que France-Afrique du Sud à la Coupe du Monde de rugby. C'est-à-dire que tu as des dingueries d'arbitrage de tous les côtés. Et donc voilà, alors, est-ce que la vidéo va régler le truc? On le voit bien, même avec la vidéo. Je veux dire, le problème, c'est que tu peux pas tout checker à la vidéo. Sinon, le match, il dure 8 heures. Et je pense que la vidéo a peut-être un... Enfin, j'en sais rien, je suis pas arbitre, je dis peut-être une connerie, mais a peut-être l'effet inverse de ce qu'on attendait, c'est-à-dire, enfin, de ce qu'on pouvait attendre. C'est-à-dire que les arbitres ont cette sécurité de, au pire, il y a la vidéo, et peut-être qu'il y a moins de prudence, il y a moins de vigilance, et il y a pas autant d'appels à la vidéo qu'il devrait y avoir. Parce que sinon, effectivement, c'est regardable, c'est chiant, ça casse le rythme. Donc, je sais pas, je suis mitigé, parce qu'au handball, il y a la VAR, il y a tout ce qu'on veut, ils ont la vidéo, enfin, à ce niveau-là, ils l'ont. Mais le problème, c'est que si tu checkes tout, tu t'en sors pas. Surtout au handball, dans un sport qui va très vite. Par exemple, le marché, il y a souvent des marchés qui sont pas sifflés ou des appuis-zones ou des choses comme ça. Si tu checkes tout, le match il dure 8 heures, t'en peux plus. Tu vois. Donc bon, affaire à suivre. Mais j'ai l'impression qu'au foot, on peut dire ça, au rugby, on peut dire ça, au hand, on peut dire ça. La vidéo casse les couilles, en fait, pour le dire autrement. C'est pas stade 2 en termes d'analyse, mais voilà, dites dans le chat, hein, les amoureux de sport, si vous êtes d'accord ou pas avec ça, évidemment. Par contre, et vraiment pour finir, j'aimerais quand même des excuses publiques de la part de tout le monde, là, tout ce petit monde qui se fout de ma gueule. Quand j'ai dit qu'on allait gagner contre les Suédois, bon, j'avais dit 31-25. Bon. Mais j'avais dit qu'on allait gagner. Voilà, donc quand même, merci. Hein, merci de dire, voilà, je me plante pas tout le temps. Voilà, hein, beaucoup, mais pas tout le temps. Voilà. Bon, hein. Là, on a gagné. Alors bon, le score, c'est pas ça. Effectivement, c'est pas ça. Mais, euh, mais voilà un petit peu, les amis, ce qu'on pouvait se dire. Merci à Orlov1389 pour le sub 3e mois. Merci beaucoup. Les copains. Alors, on va y aller dans l'actualité. Il y a beaucoup de choses à se dire, les copains. Et on va commencer avec un petit voyage du côté des États-Unis. Avant d'attaquer les principaux sujets du jour, vous avez peut-être entendu parler de ce qui se passe au Texas et ça part en cacahuète sévère. Et j'ai pas trouvé, bah là il n'y a pas mieux, hein, c'est quand même voilà, un spécialiste de la question. C'est Régis Le Sommier qui est intervenu chez André Berkoff sur Sud Radio. Petite séquence où ils expliquent un petit peu tout ça. Je crois qu'on peut se le regarder, comme ça ce sera clair et après on en parle. Que c'est nouveau, en tout cas ça prend un regard très fort, avec cette immigration. Effectivement, il faut se rappeler qu'en 2015, le premier slogan de Donald Trump, candidat à la présidence de la République, c'était « Nous allons bâtir un mur ». Qu'est-ce qui s'est passé depuis et pourquoi on en est au point où un gouverneur du Texas suivi par 25 États défie Joe Biden et la Cour suprême? Alors, c'est en effet une histoire à la fois ancienne et à la fois très contemporaine. Vous parliez de Joe Biden. Depuis l'élection de Joe Biden, ce qu'on peut noter, c'est qu'à la différence, évidemment, de son prédécesseur qui avait construit ce fameux mur, Oui. et même de Barack Obama, qui était très ferme sur l'immigration, eh bien, il y a eu une sorte d'appel d'air, c'est-à-dire, après Trump, eh bien, l'Amérique du Sud et l'Amérique latine s'est présentée aux portes des États-Unis et on les a laissés passer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans l'administration Biden, de volonté véritablement de régler ce problème migratoire massif. Et c'est là où, en ce moment, on a vraiment un problème aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a deux visions de société qui s'affrontent. Alors, Ouais. je vais revenir sur les questions migratoires. Elles sont pas, vous le soulignez, André, elles sont pas nouvelles. Hein. Moi, je me souviens en 2005, il y avait déjà beaucoup d'immigrés. Il y avait déjà des records
de migration aux frontières Ouais. du Texas, aux frontières de l'Arizona et de Californie. Et à l'époque, c'était des citoyens qui s'étaient appelés les Minutemen Mais, en souvenir justement de ces fameux miliciens du Massachusetts au XVIIe siècle qui s'étaient battus contre les Anglais pour l'indépendance des États-Unis et ouais. donc qui s'étaient installés à la frontière pour notifier les passages de migrants et les rapporter aux douaniers et justement essayer d'endiguer ce phénomène D'endiguer. migratoire Mhm. massif. Donc depuis, il y a eu voilà les États-Unis en fait par rapport à cette époque que j'ai couverte, je me souviens que il y avait quand même des dialogues, il y avait quand même des moyens de se parler et Ouais. on est aujourd'hui face à un problème un problème de vision de société, tout simplement, Oui, aux avec des antipodes, États presque comme aux la Floride. antipodes, Régis Le Sommier. Complètement. Vous Ouais. prenez la Californie et la Floride, on n'a plus l'impression d'être dans le même pays. Avant, il y avait toujours un Ouais. consensus autour du président. Et là, se rajoute à ces phénomènes, aux phénomènes donc mondialistes de Biden et à la vision nationaliste America First de Trump et même d'une certaine mesure de Robert Kennedy Jr., qui Ouais. aussi fait des scores importants, là plutôt du côté démocrate. Donc il y a deux pays qui s'opposent et qui sont en train de s'opposer au niveau de l'interprétation de la Constitution et au niveau d'un véritable phénomène d'importance qui est l'immigration. Il faut rajouter Voilà, donc le contexte qui est posé par Régis Le Sommier sur ce qui se passe du côté du Texas et cette situation liée aux volontés, si vous voulez, en gros, du gouvernement de Joe Biden de ne pas interdire l'immigration au Texas qui a explosé ces derniers temps et la volonté du Texas en tant qu'État, justement, de bloquer ça. Et aujourd'hui, on parle peut-être d'intervention armée entre l'armée fédérale, l'armée du Texas, si vous voulez. Enfin, c'est assez extraordinaire ce qui est en train de se passer. Alors, affaire à suivre, il y avait une sorte de deadline, de date butoir, parce qu'on est aux États-Unis, il faut parler anglais, c'est la deadline, qui avait été déposée par Joe Biden, apparemment pas. C'est un peu le bazar. C'est un peu le bazar aujourd'hui. Je vais essayer de bosser là-dessus, qu'on en parle demain un peu plus, un peu plus clairement, surtout que Joe Biden a encore dit des dingueries en conférence de presse. Donc on en parlera avec plus de détails demain, les copains. Je n'ai pas eu le temps de me pencher là-dessus demain, donc je ne veux pas vous dire des conneries. On va s'occuper de ça demain, direction le Texas. Voilà, normalement c'est tout bon. Donc les amis, le rendez-vous est pris pour demain. Yihi, sortez votre plus beau chapeau. On enchaîne aujourd'hui. Alors là, c'est plus trop le Texas, mais il y a quand même des méthodes de cow-boy. C'est Conspiracy Watch. Conspiracy Watch, Rudi Reichstadt. Là, la tuile. Blast a sorti le deuxième volet de son enquête. Et donc, bravo à eux, belle enquête. Laurent Doré, le journaliste qu'on salue, qui a fait ça. À la tuile. Alors, on en apprend encore des belles sur Rudi Reichstadt. C'est vrai que il y a un côté, les affranchis, qui est pas mal. En termes de scénar, moi, honnêtement, si je bosse pour Netflix, je me dis, tiens, il y a un truc à faire. Parce qu'on se dit, bon, que ce soit des types, si vous voulez, qui aient trouvé la lumière du jour au lendemain en prenant un peu de pognon pour défendre une ligne gouvernementale, bon, ok, tu vois. Mais ça va plus loin que ça. Il y a vraiment une toile d'araignée derrière tout ça, et c'est assez passionnant et compliqué de le mettre au clair parce que tout est imbriqué, c'est difficilement lisible. Donc, gros travail de clarification de Blast, bravo à eux. Et il y a alors, morceaux choisis, bien sûr, cette enquête. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site de Blast, vous allez voir, c'est assez sympatoche. Et on apprend des choses géniales. Je vous ai mis quelques petits passages en jaune, tu vois, que je vais vous lire. Parce que j'aime bien lire, parce que c'est important, tu vois. Et tu dis que l'affaire du fonds Marianne, finalement, c'était la partie émergée de l'iceberg, on a envie de dire. Tu vois, par exemple, créée en 2012, la DILCRA, donc c'est une association de soutien à tu sais pas quoi, qui dépend du gouvernement bien sûr, qui était dans un premier temps rattachée au ministère de l'Intérieur. Elle dépend désormais des services du Premier ministre, notamment pour ses ressources. Elle continue toutefois à rendre compte de son action également auprès de la place Beauvau. Manuel Valls en a significativement augmenté les moyens. Slate écrit en 2021. Anciennement dirigée par Gilles Clavreul et dotée d'un budget de 100 millions sur 3 ans, la DILCRA a recruté ces dernières années de nombreux proches du printemps républicain, de
de l'ex-porte-parole de campagne de Manuel Valls lors des primaires socialistes et suppléante du député LREM Benjamin Griveaux à l'Assemblée nationale, Élise Fageles à Cindy Léonie, une des premières signataires du manifeste du Printemps républicain, ex-présidente de SOS Racisme, depuis nommée sous-préfète par décret présidentiel. Et on te dit, tu vois, en toute indépendance, que le 5 juillet 2022, l'invité de l'émission de Conspiracy Watch, parce qu'ils ont une émission, est la préfète Sophie Élyséon, actuelle déléguée interministérielle. Le trio de déconspirateurs reçoit donc la numéro 1 de la DILCRA dans une émission qui n'existerait pas sans le soutien financier de celle-ci. Tout cela sans en dire un mot quand ils introduisent Sophie Élyséon. Le générique de fin mentionne le soutien de la DILCRA. Voilà. Ce genre de méthode qui, si tu veux, dans un monde normal, peut être perçu comme un oubli. Et je dis pas ça béatement ou naïvement, mais après tout, pourquoi pas, tu vois. Sauf que là, on parle de gens qui, au contraire, dès qu'ils arrivent à prouver ça sur d'autres personnes, sur d'autres organismes ou quoi, utilisent ces ficelles-là pour décrédibiliser. Donc, si vous voulez, c'est là où les Rudi Reichstadt et compagnie sont géniaux. C'est que les mecs appliquent des méthodes qu'ils utilisent pour décrédibiliser les autres. Donc c'est ce qui est formidable. Donc on est sur un truc, si tu veux, quasi monarchique, qui est assez flamboyant. Et c'est pas le mieux. Il y a un truc que il y a deux choses qui sont géniales. Alors déjà, bon, la proximité de Rudi Reichstadt et Emmanuel Macron. Rudi Reichstadt qui parle de Macron comme le moindre mal de loin. Et il dit, il a sincèrement l'air de se poser la question. Dans la majorité présidentielle, il est apprécié, vu comme un allié. Donc ça, c'est ce que Libération dit de Rudi Reichstadt. Et Reichstadt avait reconnu auprès de Marianne avoir un, je cite, présupposé positif pour nos gouvernements et notre démocratie libérale. Il a dit également avoir voté pour Macron. Et donc forcément, quand tu vois le travail des anticomplotistes et compagnie, par exemple ce que nous dit Blast, on est dès lors guère surpris de voir Conspiracy Watch venir au secours d'Emmanuel Macron une semaine avant le premier tour de l'élection présidentielle de 2022 pour essayer de désamorcer l'affaire McKinsey et la faire passer pour une instrumentalisation complotiste et populiste. Tu vois. C'est la tuile. C'est la tuile. C'est vraiment la tuile parce que on comprend mieux, si tu veux, le côté officine. Tu vois, là, c'est un article de Conspiracy Watch qui nous expliquait que en fait, c'est pas si grave, tu vois. C'est normal. C'est normal. Ils citent des gens qui te disent en fait, c'est du complotisme. Tout le monde le fait, c'est pas grave et tout ça, tu vois. Et c'est Blas qui se penche là-dessus, donc c'est intéressant. Et l'autre truc, alors là, c'est génial. Enfin, là, on arrive dans les deux morceaux que je voulais vous lire. Là, c'est extraordinaire. Ouvrez bien vos mirettes parce que là, c'est génial. On va parler de l'Institut for Strategic Dialogue. On ne sait pas ce que c'est. Donc je vous lis le paragraphe de Blast qui révèle ça. Donc je le redis, bravo à eux. C'est intéressant. Blast, d'ailleurs, il faut le dire, qui eux-mêmes prennent aussi du pognon public. C'était 800 000 € en 2022, d'après les chiffres officiels du gouvernement. Donc c'est intéressant de voir que quand bien même, voilà, on peut faire ça. Donc Blast nous dit, quant à la branche française de l'Institut for Strategic Dialogue, ISD France, une source très prisée par Conspiracy Watch, une analyste de l'ISD, Sacha Morinière, a été reçue dans les Déconspirateurs. Elle travaille désormais pour la version anglophone de Conspiracy Watch, lancée le 19 décembre 2022. Elle a perçu 80 000 € du fonds Marianne. Voilà, la branche française de l'Institut for Strategic Dialogue. Retenez bien. Donc le fonds Marianne, 80 000 € à ce truc-là, qui est une branche française, qui dépend d'un organisme britannique. Alors, tu dis, il y a quoi derrière la maison mère britannique ? Écoute, on s'interroge sur l'opportunité d'une telle subvention quand on examine la liste des partenaires et bailleurs de fonds de la maison mère britannique de cette structure. Google, Facebook, Microsoft, la Commission européenne, les ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères de 8 pays occidentaux, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, pas moins de 16 fondations, etc. Pourtant, Conspiracy Watch qualifie l'ISD d'organisation indépendante britannique à but non lucratif. C'est... Parce que ça aussi, c'est un complot. Tu sais, de dire derrière les organes de vérification de l'info, on trouve souvent des géants américains, on trouve Bill Gates, alors, ou Microsoft, tu vois, par capillarité, on trouve des choses comme ça. Et on avait dit non, c'est du complotisme en fait. Arrêtez de penser que l'anticomplotisme est financé et organisé par les grands pouvoirs, qu'ils soient entrepreneuriaux, enfin privés ou publics en gros, pour peser sur l'opinion publique et tout. Arrêtez de dire ça.
Bah écoute, apparemment c'est Blast. Alors peut-être c'est les complotistes aussi, moi je sais plus, hein. Je sais plus vraiment. Et la cerise sur le gâteau. Alors là, celle-là elle est belle aussi. Ah, the cherry on the pancake. En consultant la plateforme des finances publiques, on remarque que la structure a aussi reçu des subventions de 15 000 euros en 2020 et 30 000 euros en 2021, puis en 2022, soit 75 000 euros en tout pour, je cite, accompagner l'organisation d'un concours international de dessin de presse contre le conspirationnisme et le négationnisme. Or, on ne trouve la trace que d'une édition de ce concours appelé Cartoonist versus Conspiracy, en partenariat avec le magazine L'Histoire, la DILCRA et le Mémorial de Caen. La première, dont la cérémonie de remise des prix d'une valeur totale de 7 000 euros, a eu lieu le 4 novembre 2020 à huis clos du fait de la situation sanitaire. Parmi les membres du jury, on note la présence de Xavier Gors et d'Adèle Van Rett, actuelle directrice de France Inter et compagne de Raphaël Enthoven. Nous sommes en 2024 et à l'heure où nous publions ces lignes, il n'y a aucune mention sur le site de Conspiracy Watch d'une nouvelle édition de ce concours. Résumons. 75 000 euros de subventions publiques pour des prix d'une valeur totale de 7 000 euros, remise à huis clos par un jury composé de 12 personnes. Il serait intéressant de savoir comment cette somme a été répartie. Ah, c'est écrit là, regarde, j'ai mis en jaune. Ça fait beaucoup là, non? Je crois que voilà, bon, l'imitation est pas folle, mais c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud, hein. Moi, je pense qu'à ce rythme-là, il va falloir que Rudy débunk Rudy, hein, parce que là, c'est moyenasse, hein. T'imagines si c'était l'extrême droite qui avait fait ça? Alors, ou peut-être que Rudy est d'extrême droite, c'est ce qu'on va nous dire. Quand tous ses potes vont vouloir le lâcher, peut-être qu'ils vont nous inventer, enfin, ils vont faire les mêmes méthodes, que finalement, il est pro-Poutine, je sais pas, mais c'est fou, hein. Non, je suis étonné. Je suis étonné finalement de tout ce qui se passe, de tout ça. Des révélations, alors qui ne sont pas vraiment une surprise, hein, mais c'est tentaculaire. Leur bordel est tentaculaire. C'est assez sidérant, vraiment assez sidérant de voir ça, de voir tout le pognon, les ramifications, avec une fois de plus. Alors, je le redis, hein, le but n'est pas de dire que tous les supposés complots ou qualifiés comme tels par les anticomplotistes sont vrais, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pas parce qu'il y en a eu quelques-uns que tous le sont, il faut être sérieux. Mais là, en l'occurrence, euh, quand beaucoup défendaient l'idée que les organes de vérification de l'info étaient des instances en lien avec les pouvoirs publics et avec des grandes entreprises qui avaient intérêt à peser sur tout ça, bah, moi, je veux bien, hein, continuer à croire le discours anticomplotiste qui dit tout ça c'est faux, c'est des conneries. Je veux bien, hein, mais il faut le montrer, parce que là, c'est chaud, hein. Là, c'est chaud. Donc voilà, je vous dis ça, un développement assez long pour finalement quelques banalités. Au fond, rien d'extraordinaire, rien d'extravagant. On n'est pas étonné, quoi. On n'est pas étonné, mais il faut faire avec. Faut faire avec. Faut bricoler. Faut bricoler. C'est que du plaisir. Donc n'hésitez pas, les amis, à réagir dans le chat. On papote encore un petit peu. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Alors, il y a Anarchy08 qui dit Rémi, c'est hors sujet, mais tu es au courant qu'il y a un biopic sur Amy Winehouse qui sort en avril, absolument, 24 avril, si je vous dis pas de conneries. Ah, je suis content. Ah, je suis content comme tout. J'ai hâte de voir ce biopic. On en a déjà parlé, je crois, il y a une semaine, 10 jours, sur Juste Milieu. Ben voilà, parce que c'est comme ça, on en parle, on tourne premier sur l'actualité, finalement. Tu vois? C'est ça aussi le truc. C'est ça le truc qu'il faut se dire. Et ça fait plaisir. Voilà. Jérôme 01 02 77, et le numéro complémentaire le 34, qui nous dit que faire pour défendre un mensonge et bien en créer un autre, et cela continue depuis des décennies. Je suis complètement d'accord. 974 Papang qui nous dit on a beau savoir, tant que ce n'est pas médiatisé, ce ne sera pas admis. Bah, là voilà, je suis d'accord avec toi, on se met d'accord, mais bon, d'une certaine manière, là on a c'est quand même Blast, tu vois, qui va sur le dossier. Donc, je sais pas, je trouve ça plutôt sympa. Ça plutôt sympa. Mais c'est intéressant. Puis, c'est grossier, quoi. Je veux dire, c'est ce qui m'étonne aussi, c'est que les méthodes sont d'une grossièreté. C'est assez dingo, quoi. Assez dingo, mais bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, hein. Tu vois, je baille. Ça me fait bailler parce que c'est redondant. It's redunding. C'est le truc, hein. C'est le truc, hein. Et Victor Macno qui dit oui, je suis d'accord, ils n'ont pas l'obligation de la preuve. Les fact-checkers chargent de la preuve quand on est dans le milieu juridique. Et effectivement, tu te rends compte que ouais,
C'est assez dingue, c'est assez dingue. Donc voilà les amis. Pour ce dossier, on continue. Alors je vous l'ai dit, c'est l'un des fils rouges, on va beaucoup en parler. La manipulation médiatique sur la situation des agriculteurs. Alors, vous la connaissez comme moi, la situation, hein. Je veux pas, non pas, c'est pas que je veux pas commenter, hein, bien évidemment, et bien au contraire. Mais vous savez, parfois mes positions, quand des événements sont en train de se produire, j'ai pas envie de rajouter du commentaire au commentaire, hein. C'est-à-dire que vous savez comme moi ce qui se passe. Le mouvement se déplace à Paris. On a eu une manipulation médiatique incroyable avec ce Jérôme Bail qui a été reçu par Attal, un discours lamentable, enfin une mise en scène pourrie où Attal met ses fiches sur une botte de foin pour faire campagne. Enfin, là encore, c'est parodique, c'est parodique. Et donc, ils ont laissé croire, avec la complicité des médias, ils ont laissé croire à un accord de ça y est, on a parlé à un agriculteur que les médias ont proclamé porte-parole. On a parlé avec lui, c'est bon, c'est réglé. C'est tellement réglé que Paris est en passe d'être bloqué. Donc, on voit bien que non seulement le gouvernement est impuissant, mais ça, on l'a déjà dit 1000 fois. C'est pour ça qu'on ne va pas radoter sur des choses que tout le monde sait, c'est-à-dire. euh, c'est à Bruxelles que tout se joue. Donc, si vous voulez, quand on voit les interviews de François-Xavier Bellamy, d'Éric Ciotti, enfin, de tous ces guignols qui déboulent, dire ah ouais, les agriculteurs ont raison, le gouvernement fait rien. Mais en fait, bande de glands, c'est vous depuis des décennies qui favorisez cette politique-là, qui n'est plus la politique de la France. Donc, tout ce qui se passe est une conséquence. Ça n'est pas un virage ou quoi que ce soit. C'est une conséquence de ce qui se passe depuis des décennies. Il faut le voir sur un temps long. Donc, voilà, tout ça, vous le savez, si vous voulez. Après le Jérôme Bail, alors il y a la séquence où il est à côté de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. Je ne ferai pas l'erreur aujourd'hui, parce que j'ai envie que ce soit ministre de l'écologie, mais il ne l'a jamais été. Qui lui file un papier, tu as une séquence un peu bizarre. Et puis, j'ai vu des bruits, voilà, ah ouais, il est payé, c'est son RIB, je sais pas quoi et tout. Je crois qu'il y a tellement de choses à dire, factuelles et démontrées, que j'ai pas envie qu'on perde du temps sur ce truc-là. Est-ce que le mec a vendu son âme, pour pas dire autre chose? À la limite, c'est pas le problème. Parce que de toute façon, à quelle heure il est porte-parole, si tu veux? C'est le même problème que les Gilets jaunes. Les médias et le pouvoir vont hisser des porte-paroles pour faire croire que bah, y a des porte-paroles, alors qu'au fond, non. Enfin, le mouvement est tellement grand et tellement large que ce choix qui est fait de porte-parole, il est fait à bon escient, en tout cas pour le pouvoir et les médias. Donc c'est une erreur. C'est une erreur de tomber dans ce piège-là. Ce qui est intéressant, pour vous dire ce que je trouve intéressant dans l'analyse, mais de ce qui se passe aujourd'hui. Donc on est le 29 janvier 2024 quand je vous parle, qu'on soit bien d'accord. Peut-être que demain, certaines choses vont changer, mais en tout cas, je voulais essayer de vous proposer une analyse justement euh, sur... Après, on viendra sur la manipulation médiatique, évidemment, mais une analyse sur ce qui, à mon avis, ne changera pas. Quand on prend en compte le temps long, qu'est-ce qui en ressort aujourd'hui? C'est vraiment la dichotomie province-Paris. Ça, c'est extraordinaire. Et ça, quoi qu'il se passe, je veux dire, c'est déjà acté. C'est-à-dire, des villes de province, des grandes villes de province étaient bloquées. Tout le monde n'en avait rien à foutre. Même le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, arrivait à la téloche en disant non, non, mais ouais, ça va, les gens ont le droit d'exprimer leur colère. On va pas envoyer les CRS. Ça arrive à Paris, branle-bas de combat. On envoie les fameux blindés de la gendarmerie, enfin qui sont des véhicules d'intervention chauds, tu vois. Et donc, c'est hallucinant de voir cette scission Paris-Province qui continue d'exister, qui s'était manifestée, rappelez-vous, alors une situation qui n'a enfin, rien à voir, et encore que, c'était au début du Covid, alors qu'on annonçait un blocage complet de la France, un confinement. Les Parisiens, donc si on reste dans ces grandes cases, les Parisiens qui pour beaucoup étaient descendus dans leur maison secondaire en province, et on sait très bien que ça avait contribué à répandre l'épidémie. Et là, personne n'a assumé cette erreur-là. Personne n'a assumé qu'on n'ait pas fermé les portes de Paris. On parle de 10 millions d'habitants qui sont allés finalement répandre, alors qu'il y avait déjà plusieurs foyers du côté de Paris. Et ils sont allés dans des endroits où, à l'inverse, il y avait peu ou pas de foyers épidémiques à ce moment-là. Donc, on a encore, si vous voulez, cette position Paris-Province, cette impunité, ce rapport méprisant vis-à-vis de la France qui n'est de l'autre, de la France périphérique. C'est même encore un peu plus large que ça, parce que là, c'est vraiment le Paris-Province, hein. Donc, c'est extraordinaire. C'est assez extraordinaire de voir ça. Et si je vous dis ça, c'est que pour moi, en termes d'analyse, on est dans une ambiance pré-révolutionnaire. C'est-à-dire que alors peut-être que c'est peut-être un peu excessif, j'en conviens, mais on voit un pouvoir, si vous voulez,
donne cette impression, je dis pas que c'est le cas, mais qui donne cette impression que finalement tout peut être cramé tant que c'est pas à Paris, tant que la vitrine n'est pas touchée, ça va quoi. C'est assez dingue, c'est vraiment sidérant, vraiment sidérant. Et donc voilà, ce que je voulais vous dire sur ce qui se passe du côté de Paris, on y reviendra, je pense dans la semaine, on va en reparler, c'est pour ça, je ne vais pas tout vous dire et m'apesantir aujourd'hui là-dessus, on y reviendra dans la semaine. Mais par contre, ce qui est certain et ce qui est sidérant, c'est les manipulations médiatiques. Les manipulations médiatiques avec des séquences, mais il y en a deux, hein, j'en ai trouvé deux. Euh, Ça se passe de commentaires, parce que ça s'approche de Paris. Pour dialoguer avec les agriculteurs, à votre avis, ils ont envoyé qui? Karine Le Marchand. Soit applicable. Oui, Caroline, on vous interrompt quelques instants. On vous retrouve dans un instant. On écoute Karine Le Marchand, la présentatrice de L'amour est dans le pré, qui est venue soutenir les agriculteurs. Ouais. Donc plutôt céréalier alors. Arboriculteur, céréalier. La vigne aussi. Viticulteur. Voilà. La télé-réalisation, la télé-réalité, pardon, de tout ça. Alors, qu'on soit bien d'accord, c'est pas contre Karine Le Marchand en tant qu'individu, hein, elle est sûrement fort sympathique. L'émission L'amour est dans le pré, on va dire l'idée initiale, c'est devenu peut-être un peu pétri de clichés au fil des années, au fil des saisons. Je crois qu'ils sont à plus de 10 ou 11 saisons. Mais l'idée initiale, je la trouvais chouette de visibiliser cette question-là de la vie sentimentale des agriculteurs. Je trouve que l'idée initiale était louable. Bon, c'est devenu peut-être un peu clicheton, mais pourquoi pas. Mais là, par contre, qu'est-ce que tu l'envoies aujourd'hui, quoi? C'est pathétique, hein, je le redis, c'est pas contre Karine Le Marchand, mais cette capacité du pouvoir à déréaliser les mouvements sociaux, et c'était pareil avec les Gilets jaunes. Et pour moi, ça a été une erreur d'ailleurs de certaines têtes d'affiche des Gilets jaunes, pas dans les premiers temps, mais après de rester chez Hanouna en permanence. Et le plateau de Cyril Hanouna, donc Balance ton poste à l'époque, était devenu un rond-point. Ils avaient voulu le transformer en rond-point. C'était un symbole de la parole du peuple, alors que rien à branler, tu vois, rien à foutre. Et on le savait très bien. Et c'était une déréalisation du mouvement, où le peuple se disait, non mais ça va se régler chez Hanouna et ça ira très bien. Et c'est un piège, c'est un véritable piège. Et là, on envoie Karine Le Marchand, mais on se moque de qui? On se moque de qui? J'insiste vraiment, c'est pas contre elle, c'est pas contre l'émission ou quoi, mais c'est le symbole, si vous voulez, de ces élites médiatiques, politiques, culturelles qui envoient leurs représentants qui ont le plus de crottes sur les bottes. Et en l'occurrence, alors elle fait une émission avec les agriculteurs. Tu sais, on a l'impression d'être au XVIIe siècle quand on se dit, bon, on a découvert des territoires avec des sauvages, on envoie qui? Qui est le plus en lien avec des sauvages? Alors, tu envoies un anthropologue, puis t'envoies un gogol du fin fond du Cantal, tu te dis, bon, il parle pas notre langue, à mon avis, il va bien s'entendre avec eux. Enfin, c'est ridicule, tu vois. Au fond, c'est ridicule. Si on prend le symbole, le pouvoir est tellement décorrélé avec ces Français qui viennent manifester, en l'occurrence des agriculteurs, mais pas seulement, qui sont obligés d'envoyer des types qui ont déjà été au contact, c'est qui sont immunisés. C'est-à-dire que tu as des problèmes dans les maternelles, t'envoies Morandini, tu vois. Enfin, c'est pas possible, en fait. C'est ridicule. Prenez au sérieux ces gens-là, envoyez le ministre de l'Agriculture. C'est quoi l'affaire? T'as une manif de pêcheurs, t'envoies Georges Pernoud de Thalassa. Enfin, on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Et donc, cette déréalisation des mouvements sociaux, c'est le poison le plus terrible. Donc j'appelle, alors après j'appelle, je ne suis pas le général de Gaulle, hein, je n'ai même pas la Gaulle d'ailleurs, tu vois. Mais bon, qu'on soit bien, vraiment, avec mes petits bras, j'appelle les agriculteurs et tous les corps de métier qui vont s'engager dans ces mouvements-là, de ne pas tomber dans ce piège. N'allez pas chez Hanouna pour le plaisir de l'exposition médiatique, parce que c'est ça qui va vous baiser. Qu'on soit clair, hein, qu'on soit très clair, c'est ça qui va vous piéger. C'est la déréalisation du mouvement quand le peuple qui pourrait venir vous soutenir va dire, bon on les soutient parce qu'on regarde la télé et qu'ils sont chez Hanouna. Et ça va tout briser, ça va tout briser. Et le retournement de l'opinion publique est l'objectif numéro 1 du pouvoir, parce que, mine de rien, les JO se rapprochent, tout ça se rapproche, et il ne faudrait pas que les agriculteurs aient la bonne idée de bloquer les JO. Donc, à voir, hein, à voir. Il y a Bayard 92 que je salue, que j'embrasse, qui dit: pas d'accord Rémi, au moins elle ne va pas prendre le gars à 2 neurones, elle donne une caution populaire. Mais c'est quoi une caution populaire? Alors c'est un débat intéressant, mais honnêtement ça me rend zinzin ce genre de thématique, enfin ce genre d'expression, une caution populaire.
À la limite, si je vais dans ton sens, ça veut dire qu'on a accepté que Paris, c'était pas le peuple. Et c'est pour ça que, pourquoi Karine Le Marchand? C'est pas une attaque à Dominem, mais on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. C'est pas une caution populaire. Je veux dire, Karine Le Marchand, c'est pas Jean Lassalle. Si on veut aller au bout de la notion de caution populaire, je suis désolé, mais je l'ai dit. Autant, c'est ce que je pense, c'est que mon avis, mais autant je respecte l'idée initiale de l'amour est dans le pré, autant si on analysait sérieusement, si un sondage était fait un jour, de savoir combien de gens de milieux urbains regardaient l'émission pour se foutre de la gueule des agriculteurs, la réalité serait bien moins rose. Donc, bien que l'idée soit louable, il faut quand même savoir à quoi sert aujourd'hui l'amour est dans le pré. Et pour une frange de la population, ça contribue à renforcer les clichés sur les pécores qui n'arrivent pas à se trouver une gonzesse, qui sont maladroits, on ne comprend pas ce qu'ils disent, on va sous-titrer parce qu'ils parlent mal. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc pour moi, cette notion de caution populaire, c'est pas contre Karine Le Marchand, mais qu'elle reste chez elle. Ça va changer quoi, si vous voulez? Ça va changer quoi? Elle a créé une centaine de couples entre agriculteurs ou pas, enfin, c'est très bien. Mais d'où c'est une caution populaire? On n'a pas des symboles politiques. Ils sont où les députés de gauche, là? Moi quand on me parle caution populaire, quand on me parle agriculteur, quand on me parle fonction sociale du bas de l'échelle, ben ils sont où les députés du PS? Ils sont où LFI? Ils sont où tous ces gens-là? C'est quand même eux qu'il faudrait envoyer en première ligne. Là, c'est le peuple qui est dans la rue. Ben, c'est pas pour taper toujours sur les mêmes. La droite et l'extrême droite essaient d'aller chipper du vote en montant dans un tracteur. Bon, ok, très bien. Pourquoi pas? Tu vois, Bardella, la dernière fois qu'il a vu un tracteur, c'était dans les Sims ou Farm Simulator. Donc si tu veux, tu vois. Mais la gauche, elle est où la gauche? Alors, c'est pas un acharnement, mais quand je dis la gauche, on est d'accord que je parle de la gauche néo-mitterrandienne au sens de Jean-Claude Michel. Donc je tape pas sur le projet socialiste, bien au contraire, tel qu'il est historiquement et tel qu'il a été trahi par les fameux députés dont je vous parle aujourd'hui. Mais le plus intéressant, quand on me dit on envoie Karine Le Marchand la caution populaire, à mon cher Bayard 92, je dis pas oui, je dis pas non. Au fond, on n'est pas complètement en désaccord. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avant Karine Le Marchand, il y a pléthore de bonhommes à envoyer. Qu'on envoie des députés qui arrivent, qui filent de la bouffe, qui filent des trucs, qui soutiennent. Donc, ce que la crise des agriculteurs permet aussi aujourd'hui de mettre en lumière, c'est l'abandon complet de la gauche, néo-mitterrandienne, je le redis, pas de la gauche historique, de ces couches-là de notre société. Les ouvriers, les agriculteurs, tout ça, mais c'est fini. Ils leur pissent dessus. Et ce qui se passe aujourd'hui en est un symbole. Eux qui sont jamais avares d'un buzz où ils vont jouer au clodo pour faire des séquences sur Twitter, là, il y a Bubule. Il est où Louis Boyard? Et il est où Olivier Faure? Il est où Fabien Roussel, le communiste de droite? Joli concept. C'est comme une chaste sodomie. Je veux dire, de quoi on parle, en fait? Donc, c'est ça qui m'énerve. Une fois de plus, c'est pas contre... Sandrine Rousseau, c'est pas contre Karine Le Marchand, mais il y a plein d'autres mecs, d'autres femmes, d'autres gens à envoyer avant elle, qui sont des vraies cautions populaires, ils sont des élus du peuple, tu veux quoi de plus? Donc ça me rend absolument zinzin. C'est pour ça, je voulais pas, si vous voulez commenter ce qui se passe actuellement, vous montrer les séquences, les machins, vous regardez la télé, vous n'avez pas besoin de moi, enfin si vous voulez les voir. Mais sur l'analyse, je trouve ça bluffant de ne pas insister sur l'abandon définitif de la gauche néo-mitterrandienne. On a Ruffin, hein, effectivement. Merci à Chiro Ige 2035, qui n'y a que Ruffin qui en parle, et je suis d'accord, il y en a quelques-uns, qu'on soit bien d'accord. Mais parmi les têtes d'affiche qui sont toujours promptes à sucer du buzz dès que c'est possible, là, il y a Bubule. Jean-Luc Mélenchon, il est où? Sandrine Rousseau. Alors, les écolos, il y a Marine Tondelier qui est sortie un peu du bois. Alors, eux, ils sortent les rames. Pardon. Elle était sur Sud Radio, sur France Inter ce matin. Et parce que forcément, tu sais, les écolos, aussi les néo-écolos, on va être d'accord aussi, hein. Ils sont un peu emmerdés parce qu'en fait, ils te disent oui, en fait, nous, on soutient les agriculteurs et tout, croyez pas. Alors, tu sais, forcément, tu as des gens qui disent oui, mais toutes vos mesures à la con, c'est aussi ce qui contribue aujourd'hui à compliquer le métier des agriculteurs. Elle dit non, en fait, attention quand même. On est avec eux. Alors, on fait des trucs qui les embêtent, mais on est avec eux. Mais elle est avec eux dans le studio de France Inter.
hein, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà. Enfin, si vous me dites dans le chat si vous voulez qu'on mette la séquence sur France Inter, mais bon, bref, c'est une caricature de position entre José Bové et Marine Tondelier. Enfin, encore José Bové qui soutiendrait peut-être Glucksmann aujourd'hui. Enfin, bref, ça aussi, on en reparlera. Mais bon. Et il y a l'ami 974 Papahang qui dit Ruffin et Mélenchon, ils en parlent sur leur vidéo YouTube, mais j'ai pas écouté ce qu'ils en disent. Alors, sûrement, effectivement, faudra faire cet effort d'aller regarder. Mais les scènes sur le terrain, ils sont habitués à ça. Alors que Mélenchon et Ruffin, peut-être pas, mais leurs collègues de la France Insoumise, quand ils vont jouer au clochard, peut-être qu'ils peuvent venir jouer aux agriculteurs si c'est leur truc. On se fout de la gueule de Macron, mais on a quand même des députés de gauche qui sont allés jouer au clodo. Genre, il faut se rendre compte. Et Mathilde Panot qui avait rien trouvé de mieux que d'avoir ses AirPods là ou je sais pas quoi à 200 billes dans les oreilles. C'est-à-dire, on est sur du jugement de forme, mais rendez-vous compte. Et leur excuse c'était oui, mais au moins eux ils font quelque chose. Oui, non, mais honnêtement, vu à quoi ça sert pour la cause que vous défendez, faites rien, ce sera mieux. Hein. C'est-à-dire, c'est pas possible, c'est pas possible de voir ce genre de choses. Donc non, moi ça me casse les pieds, quoi. Ça me casse les pieds. La gauche a complètement paumé la partie et aujourd'hui ils sont ridiculisés et ils vont venir chialer en disant ouais mais vous vous rendez compte, l'extrême droite fait de la récupération politique, ils viennent siphonner l'électorat de gauche. Oui, mais cet électorat s'abandonnerait pas dans les bras de la droite et ou de l'extrême droite s'ils avaient encore leurs dignes représentants avec eux. Donc, on a déjà dit ça 1000 fois, mais ça devient caricatural. C'est caricatural. Et je suis d'accord avec mon RAF 3986 dans le chat qui dit Rémi, as-tu vu qui est le président de la FNSEA? Effectivement, le mec est un gérant d'une grosse entreprise de l'agro. Je crois que c'est le groupe qui gère le sueur, les huiles et compagnie. C'est caricatural. Et Anarchy08 qui dit si tu veux mon avis Rémi, je pense qu'ils ne vont pas leur parler pour ne pas réitérer la tentative de récupération des Gilets jaunes qui a été un échec et a démontré qu'ils sont des bourgeois déconnectés. Mais non, alors oui, je suis d'accord avec toi camarade, mais n'oublions pas une chose. Et d'ailleurs je dis ça, tu sais, j'ai un stylo de la CGT. Alors, si tu vois, je l'ai eu au Tour de France, j'en suis particulièrement content. Non mais attends, on peut défendre la cause des gens sans vouloir s'accaparer leur mouvement. Ça aussi, il faut pas l'oublier quand même. Tu as le droit, en tant qu'élu politique, tu as le droit, c'est d'ailleurs ton boulot, soit dit en passant, hein, de soutenir des causes sociales sans te mettre en avant des cortèges et dire hey, c'est nous, hein, c'est nous, c'est nous qui défendons. Non, tu as le droit d'avoir un mot de sympathie, de venir sur le terrain, de dire modestement. Et si tu as des journalistes, tu as le droit de les dégager. Puis tu n'es pas obligé de sortir ton téléphone et de prendre un selfie. Tu vas, tu es présent, tu soutiens. Et puis, t'es pas obligé, si tu veux, de te mettre en avant. C'est ça aussi le problème. C'est que la politique, c'est devenu la Star Academy. Les types, ils font 3 pas dans la rue, ils prennent des selfies pour dire, vous avez vu comme on fait peuple, on a pris le RER. Ben ouais, c'est ce que tu veux que je te dise, t'as des millions de gens qui font ça tous les jours. On n'a rien à foutre, t'as pris le RER. Donc c'est aussi ça. C'est aussi ça. Dans cette politique de buzz permanent, finalement, ils se prennent les pieds dans le tapis parce que ils se sont construits un piège à eux-mêmes, à vouloir réagir partout, tout le temps. Quand ils ne le font pas, ça pose question. Et on est en plein dedans aujourd'hui. On est en plein dedans. Donc cette politique de la com permanente, ça leur revient en pleine gueule. Et c'est bien fait. Et c'est bien fait. Et donc voilà. Donc vous savez, d'une certaine manière, ce comportement-là d'omniprésence, et quand il y a absence, ça montre bien l'intérêt réel de ces partis politiques. Ça me rappelle l'extrême droite avec l'affaire Lola, qui s'était jeté parce qu'on parlait d'Abiabé qui était sous le coup d'une OQTF. Par contre, sur l'affaire Loana assassinée à Sedan 1 an après, par une ordure pédocriminelle, là, par contre, il n'y avait personne. Ils ne sont pas montés au créneau. Ah bah ouais, mais l'assassin est blanc, donc la tuile. Donc tu vois bien l'intérêt réel, si vous voulez, pour ces causes-là. Et ça m'enquiquine très sérieusement. Donc voilà. Et autre séquence, je suis parti en bib grâce ou à cause de Karim Le Marchand, donc on embrasse, malgré tout. Autre séquence, alors pareil, sans transition, pour vous dire la manipulation médiatique, si vous voulez, où est-ce qu'elle en est. Christophe Barbier, je n'ai pas besoin de vous en dire davantage. Christophe, on a connu les bonnets rouges en Bretagne contre l'écotaxe poids lourd. C'était en 2013, il y a eu les gilets jaunes en 2018. Maintenant, c'est les bonnets jaunes qu'on voit un petit peu partout. Une dirigeante hier de la coordination rurale nous a dit le jaune, c'est notre couleur depuis toujours, et les bonnets, c'est parce qu'il fait froid. Retenons cette explication pragmatique, mais bien entendu, ça renvoie aux vêtements symboliques des derniers mouvements. Les gilets jaunes, les bonnets rouges de 2013. Mais ces bonnets rouges de 2013, ce sont les bonnets rouges de 1675.
Colbert décide une taxe sur le papier de timbré, la Bretagne se révolte. Bonnet bleu à Quimper, bonnet rouge ailleurs. Et c'est les bonnets rouges qui vont rester dans l'histoire après une terrible répression. Les chemises vertes des années 30. C'était un mouvement très populiste d'extrême droite issu du milieu rural. Trouver une couleur, trouver un vêtement, c'est quelque chose d'important. Je ne parie pas sur le jaune pour une raison simple, c'est que historiquement, le chapeau jaune, le bonnet jaune, c'est le premier signe de distinction qui a été imposé aux Juifs après le concile de Latran en 1215, qui a été transformé par Saint-Louis en 1269 en la rouelle, c'est-à-dire un rond jaune sur la poitrine et dans le dos. Et évidemment, des siècles après, l'étoile jaune a pris la suite. Donc je pense que le bonnet jaune sera peut-être pas une bonne idée. Voilà. La chemise brune aussi, attention aux couleurs. Des signes de reconnaissance, c'est devenu aussi un moyen de médiatiser et de solidariser les mouvements. Ne voyons pas le mal partout non plus. Non, bien sûr, mais il faut être conscient de ces forces symboliques. Honnêtement, les bonnets rouges de 2013 se superposent aux bonnets rouges de 1675, c'est fantastique. La gémellité de ces deux mouvements. Pour autant, si on pouvait remplacer la casquette de baseballeur par le béret basque, ça serait quelque chose de exceptionnel. Le béret, c'est pour la pelote. Merci beaucoup. Merci à tous les 5. Voilà. Alors, si quelqu'un a compris, je veux bien vous expliquer aux autres parce que là, ça va devenir cocasse quand même. Parce que si tu commences à dire oui, c'est jaune, c'est les juifs, là, il a une chemise noire, c'est Mussolini. D'ailleurs, Christophe Barbier a une écharpe rouge. Donc finalement, est-il un fervent supporter de Staline? Je sais pas, tu vois. Mais c'est extraordinaire. Alors, il y a Grand-Duc qui dit dans le chat, explication la drogue. Je sais pas. Je connais pas assez pour vous dire si ça a vraiment un impact sur la réduction de QI. Mais c'est lunaire, quoi. C'est lunaire. Mais en plus, les copains, c'est là où on se fout de ma gueule sur les pronos sportifs, à raison. Mais j'ai même pas envie de faire le malin sur ce que je vous avais dit, qu'ils allaient tenter la manipulation, ils allaient tenter comme ça des fléchettes pour voir si ça allait prendre dans l'opinion publique. Antisémitisme, pro-Poutine, des casseurs, des machins. Et vous allez voir petit à petit, ils vont ouvrir les portes et voir si ça prend, si le feu prend, et pour aller contaminer l'opinion publique. C'est tellement grossier, c'est caricatural, quoi. C'est hallucinant. Et ils le tentent, mais tranquille, comme les Gilets jaunes. T'avais un pauvre gars qui avait fait une quenelle sur les marches, je crois que c'était à Montmartre, ou au Sacré-Cœur, je sais plus, ce qui revient plus ou moins au même. Et tous les journaux y étaient allés de bon cœur. Puis t'avais un autre idiot qui avait insulté Finkielkraut, je sais pas quoi, dans la rue. Enfin, et il s'était engouffré dans la brèche. Et tu dis, non, ils vont pas le refaire. Si. Mais sans trembler de la truffe. Sans trembler de la truffe. Je veux dire, et très bonne vanne, je suis d'accord. Kido 421 qui dit d'ailleurs, les agriculteurs ont des bottes, comme la Wehrmacht, coïncidence. Mais je suis d'accord. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et pendant ce temps, tu as l'autre génie aussi de Dr Marty. J'ai fait ce truc ce week-end. Tu as vu, j'ai un t-shirt, je suis pas rasé. J'étais à la baraque. Je vous le mets pour ceux qui n'ont pas vu, tiens. Petite vidéo en soutien au docteur Marty, donc on le sait, médecin généraliste et également diplômé de l'université Cristina Cordula de Montceau-les-Mines, parce que là il a déterré effectivement quelque chose. Il y a eu un agriculteur sur BFM TV qui a parlé, il a une marque de fringues et effectivement le logo, on dirait le logo de la division Das Reich, division SS qui a commis des atrocités durant la Seconde Guerre mondiale. Donc docteur Marty voit le lien évidemment parce que on le sait, voilà, dans les agriculteurs il y a des néo-nazis qui se cachent. Bon, comme chez les Gilets jaunes et tout, les médias nous le disent. Donc si vous les soutenez, c'est que vous êtes néo-nazis. Et là, le docteur Marty a bien analysé, il nous a dit ça, c'est pas bien. Il pose la question, c'est quoi ça? Alors moi, en soutien avec lui, j'aimerais également qu'on puisse parler de l'emblème du bataillon Azov en Ukraine, parce qu'il faut soutenir l'Ukraine. On est tous ensemble contre Poutine, parce que c'est le même en fait. C'est pareil, ça s'inspire aussi du logo de la division Das Reich. Donc juste pour savoir en fait, parce que c'est vrai que l'histoire, c'est une marque de vêtements allemande qui était déjà un peu sous les radars, mais apparemment l'Ukraine, faut soutenir, mais enfin, je sais pas. Est-ce qu'on a des millions d'années de recul? Ouais, alors je trouve ça excessivement drôle. Alors là, c'est quasiment du génie. Et donc, tu vois, voilà, Dr Marty. Alors, lui, pareil, un jour, je sais pas s'il est tombé amoureux de quelque chose, de quelqu'un, j'en sais rien. Mais Dr Marty, je comprends pas ce qu'il a à être tout le temps dans le sens du vent. Alors que le mec militait à un moment donné à dire seuls les experts peuvent parler du Covid, il commence à parler géopolitique, le gars. Moi, je veux bien, mais je sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce qui lui prend.
Mais c'est assez extraordinaire. Assez extraordinaire. Donc bon, on verra. Breaking news, l'info qui vient de tomber, les amis. Comme les députés, les sénateurs votent une augmentation de 700 € par mois de leurs frais de mandat, selon un compte-rendu révélé par Mediapart de 5 900 € mensuels. L'enveloppe passe à 6 600 €. Ah, vous en faites ce que vous voulez. Moi, tu vois, ça me tombe sous le bec. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Ça, je suis pas responsable. Je suis pas responsable. Mais ceci dit, ça nous offre une magnifique transition, tristoun, je vous le dis tout de suite, avec la situation dans les urgences. Ouais. Pour les sénateurs, bien sûr, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Pour les urgences, c'est chaud. Ouais, pour les urgences, c'est un petit peu plus chaud. Centre hospitalier de Versailles, Le Parisien a fait une enquête. Je sais pas quoi vous dire. Je vais vous lire une partie de l'article. Il faut que vous compreniez la gravité de ce qui se passe en France aujourd'hui. C'est qu'on a beau dire, on a beau faire, mais c'est la réalité de notre pays. C'est-à-dire, alors qu'avant, on était ému quand on se disait, tiens, ça arrive dans des pays en Afrique, en Asie, choses comme ça. Les patients s'invectivent. Les pauvres personnes âgées perdent complètement leur repère, hurlent en continu, s'en vont. Parfois, on perd leurs traces, poursuit Diane. Nathalie acquiesce. On est souvent obligé de les attacher. Les familles, elles, dévissent. Comment les contredire? On sait que c'est inadmissible, lâche le petit groupe. Le moindre besoin devient difficile à assouvir. Dans la marée de brancards, les mains se lèvent. SVP, un verre d'eau, j'ai envie d'aller à la selle. Thierry et les autres ne savent plus à qui répondre. Comment s'en sortir lorsqu'il n'y a qu'un infirmier et un aide-soignant pour 22 malades? On leur dit qu'on arrive et on oublie. On n'a pas toujours le temps et parfois plus la volonté de trouver un box pour les isoler et leur apporter un bassin tellement les lieux sont saturés, le jeu de Tetris impossible. Résultat, certains se font dessus, deviennent incontinents et finissent parfois avec une occlusion intestinale, admet Nathalie désemparée. Les patients qui restent des jours dans ce couloir ont-ils accès à une douche? Les soignants font non de la tête. Dans l'ensemble, ils ne se lavent pas. On est maltraitant malgré nous, lâche Nathalie. Diane marque un silence. C'est pire que la prison. Au moins, les détenus peuvent se doucher et être soignés. Le temps, ils n'en ont pas. La place, non plus. Diane se souvient de cette jeune fille suicidaire vue par un psychiatre dans le couloir, au milieu du passage, lui sur un tabouret, elle sur un fauteuil. De ce vieux monsieur victime d'une double fracture à l'épaule et au fémur, oublié durant 19 heures. Et le matériel, même problème. Il y a quelque temps, une femme avait un besoin urgent d'oxygène, mais il n'y en avait plus. J'ai dû en enlever à un autre patient pour lui en donner, se souvient l'infirmière. Et quand il n'y a plus de brancard, elle intime aux troupes, levez tous ceux que vous pouvez. Les moins mal en point sont alors déplacés sur des fauteuils, parfois en pleine nuit, ou sur des lits cassés. Inhumains, reconnaissent-ils. Cette défaillance met en danger les patients. Les résultats d'une étude menée dans 97 services d'urgence du pays et publiée en septembre sont sans appel. Une nuit passée sur un brancard augmente de 40% le risque de mortalité des personnes âgées. Conditions déplorables, baisse de la surveillance, retard de prise en charge. Aujourd'hui, il peut être dangereux d'aller aux urgences, pointe son auteur, le médecin parisien Jonathan Freund, de la Pitié-Salpêtrière. La situation est de pire en pire. Donc, pas plus à dire, je crois, les amis, sur ça. C'est le Parisien qui fait une enquête là-dessus. Donc, une fois de plus, vous connaissez ma ligne par rapport à ça. Je me refuse de dire que les médias cachent tout en permanence. C'est que parfois, on a ce genre d'enquête qui sort. Et ça, c'est la réalité. Là, on y est. Donc, c'est vrai que c'est catastrophique. C'est catastrophique, sans tomber dans le sensationnalisme. Vous avez une histoire sidérante à l'hôpital de Lons-le-Saulnier, par exemple, ou Lons-le-Saunier. Lons-le-Saunier, comment on dit? Lons-le-Saunier? Ouais. Lons-le-Saunier. Tu connais, toi? Chez moi. Ah, t'es le roi du comté, toi. On peut t'appeler le comte? Non? Non, comte qui aime pas le comté. Putain, c'est vrai que t'aimes pas le fromage. Est-ce que t'es raciste? Je crois pas. Ouais. Par contre, le fromage, ouais. Ah, c'est bon le fromage. Putain, bonne quille rouge. Lons-le-Saunier, voilà. Et un drame terrible qu'il y a eu, pareil, sur un jeune enfant en plus. Enfin, c'est sidérant. C'est sidérant. Et vous voyez, rien qu'en vous en parlant, là, il y a dans le chat des témoignages. Kido421 qui dit « Cet été, j'ai été pris aux urgences pour une suspicion d'AVC. J'ai attendu 9 heures avant d'être examiné, d'avoir un scanner. Heureusement, ce n'était pas ça, mais si ça avait été le contraire, c'est dingue. C'est dingo. C'est dingo. Donc, cette réalité-là, elle est complètement occultée. Et pour glisser gentiment vers la fin de l'émission, c'est là où la convergence des luttes a du sens. Elle a du sens, les amis. On doit arrêter, si vous voulez, de
de voir ces professions, enfin, de ne considérer ces professions et les conditions d'exercice de ces professions seulement quand c'est trop tard, seulement quand c'est le chaos. Et pendant le Covid, alors on applaudissait à la fenêtre, c'était génial. Puis les agriculteurs, quand ça part en cacahuète, on les soutient. Mais voilà la réalité de tout ça. Et vous vous rendez compte qu'on va encore réussir à enrhumer la population, les citoyens, en disant non, non, mais c'est l'extrême droite, c'est machin, c'est bidule, avec des épouvantails qui sont trop usés aujourd'hui. On ne peut pas y croire, on ne peut plus y croire à tout ça. Et la réalité, elle est là. C'est ça la réalité dans les hôpitaux, comme disait cette ordure d'Olivier Véran. On peut y aller de bon cœur maintenant parce qu'il est plus en poste. Donc d'ailleurs, si des gens ont envie de le poursuivre juridiquement, il a peut-être plus d'immunité aujourd'hui. Donc il n'y a qu'à faire un vaccin. donc non, mais ouais, Olivier Mars 13 qui le dit, hein, le pays est au bord du chaos. J'ai envie de rester optimiste et quand les temps voilà, sont tels qu'ils sont, je ne suis pas un adepte de dramatiser pour dramatiser et enfoncer plus le moral des gens. Le constat, vous le connaissez comme moi, on va pas s'apitoyer pendant des heures. Mais c'est vrai que j'ai envie d'utiliser ces événements-là et d'en parler pour, au contraire, que les gens ouvrent les yeux et à un moment donné acceptent d'abandonner les œillères qu'on a tous, c'est-à-dire ouais mais quand même je vais pas voter pour bidule, puis t'imagines penser que l'Union européenne c'est pas bien, c'est une idée d'extrême droite, de machin, de bidule. Au bout d'un moment il faut l'accepter. Ça enlève pas vos convictions de gauche, de droite, de oui mais mon grand-père votait socialiste, ça n'enlève rien. Mais au bout d'un moment, regardez tout ce qu'on n'a pas voulu voir, où c'est en train de nous mener. Et donc voilà, n'attendons pas qu'il soit trop tard par rapport à ça. Après, de mettre sur la gueule de c'est la droite, c'est la gauche, c'est machin, pour moi, on n'en a plus rien à foutre de tout ça. Le plus dur est de voir ce qu'on voit, vous le savez, je radote avec ça, mais il faut être pragmatique. Victor Macno le dit dans le chat, il faut être pragmatique. C'est plus une question de bagarre politique, de Mélenchon, c'est pas bien, Le Pen, c'est pas bien, c'est plus une question de ça. On a la possibilité de secouer le cocotier, mais il faut accepter que c'est une logique d'ensemble qui est problématique aujourd'hui. Et que vous pouvez voter de l'extrême gauche à l'extrême droite, ça va être la même salade. Ça va être la même salade. Et si le peuple arrive à prendre en conscience que ce jeu-là est trompeur, qu'il faut secouer le cocotier et que ce pouvoir-là va s'accrocher coûte que coûte, parce qu'il est conscient, si vous voulez, que dans un pays bien tenu, dans un pays démocratique bien tenu, ces gens-là sont devant la cour martiale. Et donc, si on envoie des blindés de la gendarmerie, donc de l'armée, si on envoie des blindés de l'armée à Rungis pour calmer des agriculteurs, il faut voir ce qu'on voit. Il faut voir le symbole que ça envoie. Aux Pays-Bas, il y a 2 ans, on a tiré à balles réelles sur ces agriculteurs. Alors aujourd'hui, bien évidemment, on ne le souhaite pas. Mais attention à ce qui peut se passer dans les jours à venir. Attention à ça. Donc, les amis, là-dessus, je voulais vous glisser le petit mot qui nous amène vers la fin de l'émission. Bah oui, on est le début de semaine, on va pas se cramer les ailes. Hein, on se voit demain, on se voit mercredi, on se voit jeudi, on se voit vendredi. Donc bon, on va pas se cramer tout de suite. Donc les amis, on va finir là-dessus. La bonne nouvelle, soyez prêts. Ça, je vous le dis, soyez prêts parce que là, ça bosse. Alors, ça y est, les premières dates de la tournée sont bloquées. Ça y est. Alors, là, c'est officiel. D'ici 2-3 semaines, on lance toute la machinerie. Ça va être complètement fou. Ça va être complètement zinzin. Je vous le dis tout de suite, soyez prêts. Alors, on est quasiment tout calé, on est bon. Bientôt, on appuie sur un bouton, c'est parti. Donc là, ça va être cocasse. Là, ça va être complètement cocasse. Donc, soyez prêts, les copains, ça arrivera bientôt. Je vois dans le chat l'ami Gaëtan Seguin 38 qui dit tu te trompes, c'est les antipasses aux Pays-Bas. J'aime comme ça cette assertivité, c'est quand on est sûr de soi pour dire des conneries, parce qu'il y a eu les deux. Les antipasses, c'était il y a 3 ans et les agriculteurs, c'était il y a 2 ans. Et il y a eu des tirs à balles réelles. Sur les agriculteurs, c'était sur les véhicules. Et sur les antipasses, il y a 3 ans ou 4 ans, même peut-être d'ailleurs, c'était sur les gens, effectivement. Donc il y a eu les deux. Les amis, merci à Elle me fait Hank pour finir l'émission. Sub 18e mois, merci beaucoup, camarades. Demain, je suis bête, évidemment. Merci à Fléau93 qui nous rappelle ça. Demain, Alerte Générale. Alerte Générale, épisode 9, avec les copains Alexis Poulain et Nicolas Vidal. Ce sera à 18h30, les amis, et c'est sur Juste Milieu. Je peux vous donner le lien, bougez pas, comme ça c'est fait. Tac, 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 tac. Paf, regardez, voilà, pam, le lien dans le chat, bim.
Voilà, ce sera sur Juste Milieu, le rendez-vous demain à 18h30. Donc on a une belle semaine qui nous attend, je vous le dis tout de suite. Il y a demain Alerte Générale, mercredi c'est la farce tranquille, vendredi la vidéo, on sait déjà ce qu'on va vous proposer au menu, et un nouveau Ça discute dimanche. Surprise du chef, vous verrez. Voilà les copains, un joli programme de la semaine. Un joli programme. Merci d'avoir été là ce soir, les amis. On se retrouve plein badin demain, 16h45, évidemment. 16h45 pour le Juste Bistrot. On en fera un peu tio avant l'Alerte Générale, évidemment, pour l'échauffement. Voilà. Les amis, je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Rendez-vous demain, 16h45, en pleine forme. Vive la rigolade et vive la France.